Ils ont ri de lui, un garçon seul, avec des crampons cassés et un rêve trop grand pour eux, mais en 3 lancers, il a changé sa vie, et fait taire tout un stade. Coach, fais-moi entrer. Je peux l'éliminer en 3 lancers. Victor Delcourt s'arrêta, observa Malik Ndala de haut en bas, un adolescent noir de 15 ans, maigre, portant un maillot usé de taille trop grand et des crampons abîmés à l'avant, puis éclata de rire devant lui. Quoi, lança-t-il en se tournant vers la foule. Vous avez entendu ça? Le gamin du lycée public Fauché croit qu'il va éliminer Lucas Morel en 3 lancers. Sa voix devint plus froide, plus lente. Assieds-toi, petit. Ce terrain n'est pas pour les gens comme toi. Les gradins explosèrent. Les téléphones se levèrent. Les rires se propagèrent de la section VIP jusqu'aux tribunes les plus éloignées. Aucun adulte ne dit un mot. Malik resta debout au centre de ces moqueries. Il ne bougea pas, ne baissa pas les yeux, fixant simplement droit devant lui. Personne ne savait que ces 3 lancers dont Victor venait de se moquer allaient mettre fin à sa carrière pour toujours. Pour comprendre ce qui allait se passer sur ce terrain, il fallait comprendre les 2 mondes qui s'y affrontaient. Le premier monde, le complexe sportif Montclair Arena, à New Haven, Connecticut, 3000 places, un tableau d'affichage numérique, des projecteurs professionnels capables de projeter des ombres même à midi. Un endroit où les vestiaires portent des plaques imprimées avec les noms des équipes, pas écrites au marqueur. Où les hot dogs coûtent $8 sans que personne ne s'en étonne. L'abri de l'équipe de l'Académie Saint-Harrington possède des bancs rembourrés, un responsable du matériel et des glacières remplies de boissons énergétiques. C'était la finale du championnat régional de baseball junior, le tournoi le plus prestigieux du Nord-Est, diffusé en direct pour la première fois sur la chaîne Elite Baseball, avec 12 000 spectateurs au début, un chiffre qui allait grimper jusqu'à 320 000 avant la fin. Le second monde, le quartier Southside de Baltimore, des maisons serrées partageant leurs murs, une épicerie ouverte jusqu'à 3 heures du matin vendant des cigarettes à l'unité, et le terrain d'entraînement du lycée Jefferson, un simple morceau de terre irrégulier derrière le gymnase, sans lumière ni tribune, avec un monticule façonné à la main et refait après chaque pluie. L'équipe partageait 4 casques pour 12 joueurs. Et pourtant, une équipe issue de ce second monde avait réussi à atteindre la finale face à une équipe du premier. Malik Ndala avait 15 ans, mesurait 1,75 m pour 58 kg. Ce qu'on remarquait d'abord chez lui, c'était ses bras, longs, presque disproportionnés. Son grand-père, Samuel Ndala, les avait remarqués quand il avait 6 ans et avait murmuré « des bras de lanceur ». Malik parlait peu, non pas par timidité, mais parce qu'il observait tout, enregistrait tout. Ses yeux semblaient voir à travers les gens. Il avait appris à lancer dans la cour arrière, face à un mur de briques où son grand-père dessinait une zone de strike à la craie, redessinée après chaque pluie. Pendant 10 ans, ce rectangle avait été son entraîneur, son adversaire et son arbitre. L'objet le plus précieux qu'il possédait était un vieux carnet en cuir appartenant à son grand-père, rempli de 40 ans d'observation sur la psychologie des batteurs, leurs faiblesses et leurs habitudes. Une page, soulignée 2 fois, portait le titre « La séquence des 3 lancers, balle rapide extérieure, balle courbe basse, changement au centre ». 3 lancers capables de détruire n'importe quel batteur, à condition d'avoir le courage et l'intelligence de les exécuter. À l'intérieur de la couverture, une carte portait ces mots « Le monticule ne se soucie pas d'où tu viens ». Malik gardait toujours ce carnet sur lui depuis l'enterrement de son grand-père. En face, Victor Delcourt, 58 ans, directeur du tournoi, contrôlait tout. Son joueur vedette, Lucas Morel, 18 ans, était le meilleur batteur de la région, avec une moyenne de .420 et aucun strikeout du tournoi. Mais ce que peu savaient, c'est qu'il hésitait face à l'inattendu. Malik l'avait observé depuis le début, lisant chaque micro-réaction. Pendant ce temps, sa mère, Amina Ndala, travaillait sans relâche et ne pouvait même pas être présente. Son coach, M. Karim, avait payé ses frais d'inscription en secret. Une journaliste, Claire Dubois, venue couvrir Lucas, allait repartir avec une autre histoire. Et dans les tribunes VIP, un ancien joueur légendaire, Dr André Hoffman, observait sans savoir qu'il allait assister à quelque chose d'inoubliable. 2 mondes, un terrain, et un adolescent avec des crampons abîmés et un carnet hérité d'un homme disparu, prêt à montrer à tous ce qu'ils avaient construit ensemble pendant 11 ans.
Chaque détail, chaque schéma, chaque ajustement, 40 années d'enseignement silencieux de Samuel Ndala devenaient un héritage vivant entre un grand-père et l'enfant qu'il façonnait. La séquence des 3 lancers avait sa propre page, soulignée 2 fois, balle rapide à l'extérieur pour briser le rythme, balle courbe basse pour semer le doute, changement au centre pour achever ce qui reste, une stratégie réservée aux courageux ou aux préparés. Samuel mourut d'une crise cardiaque lorsque Malik avait 14 ans, un mardi de novembre, assis dans son fauteuil avec un livre de baseball ouvert sur les genoux. On disait qu'il n'avait presque rien ressenti, mais Malik n'avait jamais pu entendre cette phrase sans sentir sa gorge se serrer. À l'enterrement, il n'était que 2, Malik et sa mère Amina. Sous la pluie, le carnet caché sous sa veste pour le protéger, Malik murmura une promesse qu'il ne répéta jamais, « Je vais lancer la séquence, grand-père. Je te le promets. » À partir de ce jour, il ne fit plus de promesses à voix haute, mais les transforma en travail. 3 ans, 4200 séances d'entraînement filmées sur une chaîne YouTube appelée Étudiant 94, l'année de naissance de son grand-père enregistrée avec un vieux téléphone posé sur des briques. Chaque lancer analysé, chaque geste étudié, dans une voix calme et précise. Avant la finale, ces vidéos totalisaient à peine 1100 vues. Presque personne ne regardait, et cela lui convenait. Il ne travaillait pas pour être vu, mais pour construire quelque chose de réel, dans l'ombre. Lorsqu'il entra sur le terrain ce jour-là, il avait exécuté la séquence des 3 lancers 380 fois, mais jamais en match réel. Ce jour allait tout changer. Le match débuta à 10 heures, et pendant 4 manches, le lycée Jefferson surprit tout le monde. Leur lanceur, Yann Kabila, 17 ans, sans être spectaculaire, maintint l'Académie Saint-Harrington sans point grâce à sa précision. Les batteurs adverses, habitués à des balles rapides, rataient leur timing. Peu à peu, les spectateurs VIP cessèrent de parler. Mais Malik, lui, ne regardait pas le match. Assis au fond de l'enclos, carnet ouvert sur les genoux, il observait uniquement Lucas Morel, ses gestes, ses ajustements, la position de ses épaules, le déplacement de son poids, la tension de sa mâchoire. Il nota discrètement 4 lignes dans la marge. Puis la 5e manche arriva, et tout bascula. Harrington enchaîna les coups sûrs, marqua 3 points, et brisa la confiance de Jefferson. Victor Delcourt, depuis la ligne, aperçut Malik et sourit, persuadé d'avoir raison. Mais Malik ne remarqua rien. Quelque chose venait de changer en lui, imperceptiblement, une décision profonde. Il ferma son carnet, le rangea, et resta immobile. Il était prêt. La 6e manche confirma la domination adverse, portant le score à 4-0, malgré un point arraché par Jefferson. Malik se leva pour s'échauffer. Victor le remarqua immédiatement et passa un appel discret. Personne dans le public ne s'en rendit compte. Pendant ce temps, Amina arriva enfin au stade, essoufflée, s'assit tout en haut des gradins et trouva son fils du regard. Cette fois, Malik leva les yeux et la vit. Aucun mot, aucun geste, juste un regard à travers l'espace. Et soudain, son mouvement devint plus fluide, plus sûr. Son entraîneur, Monsieur Karim, le remarqua, tu entres en 8e manche. Malik monta sur le monticule alors que Jefferson était mené 4-1. Ce qui suivit commença dans le silence. Premier batteur, éliminé en 3 lancers. Deuxième, éliminé sur une balle courbe. Troisième, une balle faible, manche terminée. 3 retraits, 9 lancers. Le banc de Jefferson explosa de joie. Dans la tribune presse, Claire Dubois comprit qu'elle n'écrivait plus la même histoire. Elle trouva la chaîne Étudiant 94 et découvrit des milliers de vidéos d'entraînement. À l'autre bout, Victor Delcourt, lui, ne regardait pas, il contestait l'éligibilité de Malik pour un détail administratif. Pendant ce temps, Lucas Morel analysait lui aussi les vidéos et comprenait la fameuse séquence. La 8e manche permit à Jefferson de revenir à 4-2. Malik relut le carnet, notamment la dernière phrase de son grand-père, « Lis le corps, pas le score ». Puis il partit se préparer pour la 9e manche, sans savoir qu'il avait perdu le carnet. Victor lança officiellement une contestation, invoquant une règle inapplicable. Mais le docteur André Hoffman, ancien joueur légendaire, intervint et mit fin à la tentative.
Malik fut autorisé à revenir. Le public applaudit. Amina posa une main sur son épaule. Ça va? Oui. Tu es venu. Je viens toujours. Malik retourna sur le terrain. Victor tenta une dernière intimidation. Malik le regarda droit dans les yeux et dit simplement « 3 lancers ». Puis il continua sa route. Mais dans le vestiaire, il réalisa que le carnet avait disparu. Ce n'était pas un objet qu'il perdait, c'était son grand-père une seconde fois. Il resta immobile, puis saisit le gant hérité et murmura « Il ne l'a pas écrit pour que je le lise toute ma vie ». Sur le terrain, il élimina un premier batteur, puis un second atteignit la base, puis un troisième. Et Lucas Morel s'avança. Premier lancé, balle rapide extérieure, regardez. Deuxième, balle courbe, déviée. Compte 0-2. Lucas connaissait la suite. Il attendait le changement. Mais Malik observa son corps, vit un léger déplacement, une anticipation. Le signal était clair. Il simula un changement, et lança une balle rapide extérieure. Lucas frappa, dans le vide. Troisième prise. Le stade resta suspendu entre silence et explosion. Lucas resta immobile quelques secondes avant de repartir. Malik sortit la carte de son grand-père et la posa au sol. Le monticule ne se soucie pas d'où tu viens. Puis il leva les yeux vers le ciel. Mais le match n'était pas terminé. Jefferson devait encore marquer 3 points. Et ce qui allait suivre dépassait tout ce que même les plus optimistes pouvaient imaginer. Les joueurs de Jefferson semblaient différents, plus détendus, plus lents, mais dans le bon sens, comme s'ils venaient de voir quelqu'un accomplir l'impossible et comprenaient enfin que l'impossible pouvait être négocié. Une marche, un simple, coureur en première et deuxième base. Le lanceur de Saint-Harrington vacilla pour la première fois. Une balle courbe termina dans la terre. Puis un double le long de la ligne gauche. 2 points marqués, 4-3. La section de Jefferson était debout, hurlant. Un autre coup sûr. Le coureur de deuxième marqua. 4-4. Égalisation. 2 retraits, un coureur en première. Malik Ndala, assis sur le banc avec le gant hérité de son grand-père sur les genoux, observait sans bouger. Le 9e batteur, numéro 7, un jeune qui n'avait réussi aucun coup sûr du tournoi, arriva à la plaque. Compte plein, 6 lancés, puis une 7e balle courbe qui plongea hors de la zone. Balle 4. Le coureur de 3e rentra. Jefferson 5, Harrington 4. Le stade explosa dans un bruit indescriptible. Au fond des gradins, Amina porta ses mains à son visage, les épaules tremblantes, laissant couler ses larmes sans les retenir. Après le match, les vidéos envahirent les réseaux, Victor Delcourt disant « Ce terrain n'est pas pour les gens comme toi », le retour de Malik après la contestation, et le 3e lancé face à Lucas Morel. Lors de la cérémonie, Victor prit le micro, mais Claire Dubois l'interrompit en lui demandant pourquoi il avait contesté l'éligibilité de Malik ce jour-là. Le silence tomba. Victor tenta de se justifier, mais le docteur André Hoffman intervint calmement, rappelant que la règle invoquée n'avait jamais été appliquée ainsi. Le public applaudit, sincèrement cette fois. Victor se retira, silencieux. Malik prit alors la parole, tenant le micro à 2 mains. Il remercia sa mère, venue malgré tout, son coach Karim, qui avait payé ses frais sans rien dire, et son grand-père Samuel, qui lui avait appris que le monticule ne se soucie pas d'où l'on vient. Puis il ajouta, en regardant Victor, « On m'a dit de rester dans le bullpen et d'encourager, mais mon grand-père m'a appris qu'on n'a pas besoin de permission pour bien lancer. » Après la cérémonie, Lucas rejoignit Malik. « J'avais vu tes vidéos. J'attendais le changement. » « Pas ça. » Malik répondit, « Personne n'était prêt pour ça. » « Moi non plus. » Ils se serrèrent la main avec respect. 2 jours plus tard, l'article de Claire, le garçon de Baltimore qui lançait comme s'il avait déjà gagné, fit le tour du pays. Il révéla tout, les tentatives d'exclusion, la contestation, la victoire, et surtout ses 4200 vidéos d'entraînement ignorées. L'image la plus partagée ne fut pas le dernier lancé, mais celle d'un adolescent lançant seul contre un mur. L'enquête qui suivit força Victor Delcourt à quitter ses fonctions, perdant son influence.
Puis une révélation inattendue arriva, Lucas lui-même avait dénoncé le système biaisé dont il avait bénéficié. Il avait perdu un match, mais gagné une vérité. Quelques jours plus tard, Malik reçut son carnet retrouvé. Il l'ouvrit et écrivit, « Grand-père, j'ai réussi sans le carnet. Parce que ce que tu m'as appris, ce n'était pas les lancers, c'était la façon de voir. » 3 semaines après, lors d'une cérémonie à Jefferson, il remboursa à son coach les $75 payés pour lui. L'homme fondit en larmes devant toute l'école. 3 mois plus tard, Malik obtint une bourse complète et commença à développer une application gratuite pour aider les jeunes défavorisés à analyser leurs lancers. Il devint représentant d'un fonds de $100 millions pour le développement du baseball. Le même garçon qu'on avait voulu écarter devenait celui qui déciderait où irait cet argent. Son ancienne école reçut enfin un vrai terrain, baptisé « Les Neufs de Samuel ». 6 mois plus tard, lors d'un showcase, quelqu'un murmura encore « Ce gamin n'a pas sa place ici ». Malik entendit, mais continua d'avancer. Il posa la petite carte près de ses pieds, comme une présence, et lança. Samuel Ndala n'avait jamais joué en compétition, mais il avait préparé celui qui allait le faire. Ce monde est rempli de personnes comme lui, brillantes mais ignorées. La vraie question n'est pas leur talent, mais qui garde la porte, et quand on décide enfin qu'elle n'a plus besoin de gardien. Malik Ndala répondit à cette question un mardi après-midi avec 3 lancers et une simple carte posée dans la terre. Le monticule ne se soucie pas d'où tu viens. Il ne s'en est jamais soucié. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi. Chaque semaine, nous racontons les histoires de ceux que le monde a sous-estimés et qui ont prouvé que le travail dans l'ombre finit toujours par parler. Mais l'histoire de Malik Ndala ne s'arrêta pas avec cette victoire, parce que certaines journées ne sont pas une fin, elles sont un point de bascule, et ce mardi-là n'avait pas seulement changé un score ou un tournoi, il avait déplacé quelque chose de plus profond dans la manière dont les gens regardaient le jeu, dont les entraîneurs parlaient aux jeunes, dont certains enfants, quelque part dans un quartier oublié, se levaient le lendemain matin avec une idée différente de ce qui était possible, et Malik, lui, ressentit ce changement avant même de pouvoir le comprendre, dans le silence qui suivit les applaudissements, dans le retour à la maison où rien n'avait vraiment changé et où pourtant tout était différent, parce que les murs étaient les mêmes, la rue était la même, mais son regard ne l'était plus, et les jours suivants furent étranges, faits d'appels inconnus, de messages, de propositions, de journalistes qui voulaient comprendre, mais aussi de moments simples, comme s'asseoir sur son lit avec le carnet ouvert, relire les mots de son grand-père et réaliser que ce qu'il avait vécu sur ce terrain n'était pas un miracle mais une continuité, quelque chose qui avait été construit lentement, dans l'ombre, sans bruit, et qui maintenant refusait de disparaître, et très vite, les attentes commencèrent à apparaître, pas seulement celles des autres mais les siennes, parce qu'il ne s'agissait plus seulement de prouver quelque chose, mais de continuer à être à la hauteur de ce qu'il avait déjà montré, et cela demanda un type de discipline encore plus silencieux, plus exigeant, celui qui ne dépend pas des regards extérieurs, celui qui consiste à retourner sur un terrain vide un matin froid, à lancer encore et encore, non pas pour revivre un moment, mais pour en créer un nouveau, et pendant ce temps, le projet qu'il avait annoncé commença à prendre forme, lentement au début, avec des lignes de code écrites tard le soir, avec des idées griffonnées dans les marges du carnet, avec des tests faits avec ses anciens coéquipiers de Jefferson, transformant leurs entraînements en données, leurs erreurs en apprentissage, leur manque de ressources en créativité, et peu à peu, l'application qu'il imaginait devint quelque chose de réel, un outil capable de lire les mouvements, de détecter les habitudes, de donner à des jeunes sans moyens l'accès à une compréhension du jeu que seuls les programmes les plus riches possédaient jusque-là, et ce projet attira l'attention, non pas parce qu'il était spectaculaire, mais parce qu'il était utile, profondément utile, et c'est là que Malik comprit que son rôle dépassait le terrain, que lancer une balle pouvait changer un match, mais que construire quelque chose pouvait changer des trajectoires entières, et pourtant, malgré tout cela, il continua à jouer, à s'entraîner, à affronter de nouveaux adversaires, certains plus forts, plus expérimentés, plus rapides, et il perdit parfois, parce que la réalité du sport ne disparaît pas avec une victoire, mais même dans la défaite, quelque chose restait constant, cette manière de lire le jeu, cette capacité à voir ce que les autres ne regardaient pas, et un jour, lors d'un match particulièrement difficile contre une équipe réputée imbattable, Malik se retrouva encore une fois sur le monticule, dans une situation tendue,
2 coureurs sur base, le meilleur frappeur adverse prêt, le public bruyant, et pendant une fraction de seconde, tout redevint silencieux dans sa tête, comme ce jour-là, comme ce moment précis où tout avait commencé, et il réalisa que ce qu'il cherchait n'était pas une répétition du passé, mais une adaptation, une évolution, et il lança, pas la même séquence, pas le même plan, mais quelque chose de nouveau, construit à partir de tout ce qu'il avait appris, et le résultat ne fut pas seulement un retrait, ce fut une confirmation, que ce qu'il portait en lui n'était plus un héritage fragile mais une compétence vivante, capable de grandir, de changer, de s'adapter, et en dehors du terrain, les choses continuaient d'évoluer, Jefferson devint un programme respecté, des enfants commencèrent à s'inscrire, attirés par l'histoire, mais surtout par les opportunités nouvelles, et Malik revenait souvent là-bas, non pas comme une star, mais comme quelqu'un qui savait exactement ce que c'était que de commencer avec rien, et il passait du temps avec les plus jeunes, leur montrant non pas comment lancer plus fort, mais comment observer, comment comprendre, comment penser le jeu, et parfois, il sortait le carnet, lisait une ligne, expliquait une idée, puis refermait, comme si chaque mot devait rester vivant, et pas seulement écrit, et les années passèrent, lentement mais sûrement, et ce qui avait commencé comme une histoire improbable devint une trajectoire solide, pas parfaite, pas linéaire, mais réelle, profondément réelle, et un soir, bien plus tard, après un autre match, dans un autre stade, Malik resta seul quelques minutes sur le terrain, regardant le monticule, repensant à ce mardi, à la pluie, au rire, aux 3 lancers, à la carte posée dans la terre, et il comprit enfin quelque chose qu'il n'avait pas encore mis en mots, que le moment le plus important n'avait pas été le strikeout, ni la victoire, ni même la reconnaissance, mais le choix qu'il avait fait avant tout cela, celui de continuer à travailler quand personne ne regardait, celui de croire en quelque chose construit dans le silence. Il sourit légèrement, pas pour célébrer, mais parce qu'il savait que l'histoire n'était toujours pas terminée, qu'elle ne le serait peut-être jamais vraiment, parce que chaque terrain, chaque lancer, chaque jeune qui apprenait à voir le jeu différemment ajoutait une nouvelle ligne à ce récit, et quelque part, dans cette continuité, dans cette transmission, le grand-père qui n'avait jamais joué n'avait jamais vraiment quitté le terrain. Et pourtant, même avec tout ce qui avait changé, même avec les terrains rénovés, les regards transformés et les opportunités ouvertes, il y avait encore quelque chose que Malik Ndala n'avait pas complètement affronté, quelque chose de plus silencieux que le bruit d'un stade, plus discret que les injustices visibles, quelque chose qui ne se montrait que dans les moments calmes, tard le soir, quand il était seul avec lui-même, cette question persistante qui revient toujours après les grandes victoires, et maintenant? Parce qu'atteindre un sommet est une chose, apprendre à vivre après en est une autre, et Malik comprit que le véritable défi ne consistait pas à reproduire un exploit, mais à construire une constance, à devenir quelqu'un qui n'a plus besoin d'un moment extraordinaire pour exister, et cela demanda un travail encore plus difficile, un travail intérieur, presque invisible, fait de doutes qu'il ne montrait à personne, de matchs où rien ne fonctionnait, de jours où son lancer perdait en précision, où son timing se décalait, où les adversaires semblaient avoir une longueur d'avance, et ces jours-là, il pensait à abandonner la perfection qu'on attendait de lui, pas le jeu, mais l'image, parce que l'image peut devenir une prison si on ne fait pas attention, et c'est dans ces moments qu'il retournait à l'essentiel, pas aux vidéos, pas aux analyses, mais à ce mur de briques, celui contre lequel tout avait commencé, et il lançait encore, seul, dans la nuit, sans caméra cette fois, sans narration, sans preuve, juste le son de la balle frappant la surface, encore et encore, comme un rappel que tout ce qui comptait avait été construit là, dans ce silence, et c'est là qu'il recommença à expérimenter, à briser ses propres schémas, à inventer de nouvelles séquences, non pas pour surprendre les autres, mais pour ne pas devenir prévisible pour lui-même, parce qu'il avait compris quelque chose que peu de joueurs réalisent tôt, le plus grand adversaire n'est pas celui en face, c'est la version de toi qui arrête d'évoluer, et pendant ce temps, son application grandissait, utilisée désormais dans plusieurs écoles, améliorée grâce au retour de jeunes joueurs qui y trouvaient une voie, une manière de comprendre ce qu'ils ressentaient sans pouvoir l'expliquer, et Malik lisait ces messages, parfois tard dans la nuit, des enfants qui disaient « J'ai enfin compris pourquoi je rate ce lancer » ou « Mon coach m'a regardé différemment aujourd'hui » et ces phrases avaient un poids différent de tous les trophées, parce qu'elles confirmaient que son travail ne s'arrêtait pas à lui-même, qu'il était devenu un point de passage, un lien entre ce qu'il avait reçu et ce qu'il transmettait, et un jour, lors d'un camp d'entraînement organisé dans son ancien quartier,
il rencontra un jeune garçon, plus jeune que lui à l'époque, maigre, silencieux, avec des yeux qui observaient tout sans rien dire, et Malik reconnut immédiatement quelque chose, pas un talent évident, pas une technique parfaite, mais cette manière de voir, ce regard qui ne se contente pas de regarder, et sans faire de discours, sans annoncer quoi que ce soit, il lui tendit une balle et posa une seule question, la même qu'on lui avait posée des années plus tôt. Si tu veux que la balle arrive ici, quel chemin veux-tu qu'elle prenne? Et le garçon hésita, puis fit un pas de côté avant de lancer, et Malik sentit un léger frisson, pas parce qu'il voyait une répétition du passé, mais parce qu'il comprenait que le cycle continuait, que ce qu'on lui avait transmis ne s'était pas arrêté à lui, et ce moment, aussi simple qu'il semblait, avait peut-être autant d'importance que les 3 lancers qui avaient changé sa vie, parce qu'il ne s'agissait plus seulement de prouver quelque chose, mais de perpétuer quelque chose, et avec le temps, Malik apprit à accepter que son histoire ne lui appartenait plus entièrement, qu'elle circulait désormais, racontée, transformée, parfois simplifiée, parfois amplifiée, mais toujours utilisée comme une preuve que certaines barrières ne sont pas aussi solides qu'elles en ont l'air, et cela impliquait aussi d'accepter les critiques, les attentes irréalistes, les moments où les gens voulaient voir en lui un symbole plus qu'une personne, et il navigua tout cela avec une lucidité tranquille, revenant toujours à ce principe simple, lire, comprendre, s'adapter, que ce soit face à un batteur ou face à la vie, et les années continuèrent à passer, apportant de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, des matchs plus importants, des décisions plus lourdes, mais aussi une forme de calme, parce que Malik n'était plus en train de courir après une validation, il construisait quelque chose de durable, et un soir, après une longue journée, il ouvrit à nouveau le carnet, celui qui avait été retrouvé, celui qui avait traversé le temps, et il relut les premières pages, celles écrites bien avant lui, et il réalisa que ce qu'il tenait entre ses mains n'était pas seulement un objet, mais une conversation qui n'avait jamais cessé, une conversation entre générations, entre expériences, entre visions du jeu et du monde, et il ajouta une nouvelle ligne, simple, sans effet, j'ai compris. Maintenant, ce n'était pas les lancers, c'était la façon de regarder, puis il referma le carnet, leva les yeux, et dans ce geste simple, sans bruit, sans public, il confirma ce que tout ce parcours avait construit en lui, que les plus grandes transformations ne sont pas celles que le monde applaudit, mais celles que personne ne voit, celles qui se passent à l'intérieur, et que tant qu'il continuerait à avancer avec cette manière de voir, il ne serait jamais vraiment perdu, peu importe le terrain, peu importe le score, peu importe ce que les autres pensent, parce que certaines choses, une fois apprises, ne disparaissent plus jamais.